sûrement déjà entendu que la Hongrie ne respectait pas l'état de droit et les valeurs de l'Union européenne. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Que se passe-t-il exactement en Hongrie? Je t'explique en moins de 10 minutes le problème avec les droits fondamentaux en Hongrie. Il faut savoir que depuis maintenant plusieurs années, la Hongrie est accusée de ne pas respecter l'état de droit. Mais avant tout, il faut s'intéresser à justement qu'est-ce que c'est concrètement l'état de droit. Parce que mine de rien, c'est quand même un terme assez flou. En gros, c'est un principe que doivent respecter tous les pays de l'Union européenne et qui veut que chaque pays soit soumis au droit. Donc autrement dit, l'État, le président, les grandes entreprises ou même chaque individu, on doit tous obéir aux droits et aux lois. Personne n'est supérieur aux droits. Alors pour en revenir à la Hongrie, il faut savoir qu'en 1949, c'est un pays qui appartient au bloc de l'Est soviétique jusqu'à la chute de celui-ci dans les années 90. Et 14 ans plus tard, en 2004, la Hongrie va rejoindre l'Union européenne. Mais en 2010, les choses vont changer dans le pays, puisque c'est le Fidesz, un parti de droite nationaliste et conservateur, qui remporte les élections avec plus de 2/3 des voix à l'Assemblée nationale. Cette large victoire a d'ailleurs permis à Viktor Orban d'être élu Premier ministre. Il est d'ailleurs toujours actuellement, soit 13 ans après. Et c'est d'ailleurs depuis son arrivée au pouvoir que la Hongrie fait l'objet de sanctions de la part de l'Union européenne pour non-respect de l'état de droit. Alors on va pas vous détailler toutes les sanctions, sinon on y sera encore demain. Mais la plus récente concerne en fait les sous du plan de relance européen. En gros, je sais pas si vous vous en souvenez, mais durant la crise Covid, toutes les économies de l'Europe et même du monde entier, mais étaient fortement touchées. Et du coup, l'Union européenne a mis en place un plan de relance de 750 milliards d'euros. Sauf que pour pouvoir adopter ce plan de relance, il fallait l'accord des 27 États. Sauf que le 16 novembre 2020, la Hongrie comme la Pologne vont voter contre le budget de l'Union européenne et ce plan de relance, au motif qu'en fait, dans ce plan de relance, il y avait une clause qui permettait de sanctionner les pays qui ne respectaient pas l'état de droit. Autrement dit, en fait, le plan de relance était seulement donné aux pays qui respectaient l'état de droit, et donc la Hongrie pouvait potentiellement ne pas recevoir les sous du plan de relance, et donc c'est pour ça qu'elle a décidé de voter contre ce plan. Alors au final, le plan de relance a pu être adopté, mais ça a en tout cas entraîné un gros litige entre la Hongrie et la Commission européenne, puisque 2 ans plus tard, en 2022, la Commission européenne refusait d'octroyer les 13,3 milliards d'euros du plan de relance à la Hongrie, au motif que celle-ci ne respectait toujours pas l'état de droit. Bon, mais pour mettre fin à cette crise, en décembre 2022, la Hongrie renonce à 6,3 milliards d'euros du plan qu'elle devait initialement toucher. Alors comme on vient de le voir, l'Union européenne semble très réticente à octroyer des sous à la Hongrie. Mais alors concrètement, de quoi la Hongrie est-elle accusée? Avant de vous répondre, je me présente très brièvement. Je m'appelle Mathieu Maillard, j'ai 20 ans et avec Louis Carole, j'ai cofondé cette chaîne Le Vieux Continent. On parle d'actualité européenne, d'histoire européenne. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous plaît. Depuis une dizaine d'années, la Hongrie d'Orban fait l'objet de beaucoup d'accusations. Alors, il y en a 4 principales. Ça concerne la liberté d'expression, la liberté académique, l'indépendance de la justice, mais également le droit des minorités et plus particulièrement des LGBT. Alors du coup, s'agissant de la liberté d'expression, il faut savoir que quelques mois après son arrivée au pouvoir, en 2010, Viktor Orban fait adopter une loi qui prévoit une amende de 730 000 € pour les chaînes de télévision et de radio si elles portent atteinte, je cite, à l'intérêt public, à l'ordre public ou à la morale. Alors dit comme ça paraît un peu vague, surtout qu'en plus ces termes ne sont pas précisément définis dans la loi. Mais c'est pas tout, parce qu'en fait dans cette loi, il y a également la création d'une autorité composée en partie de membres du parti, donc du Fidesz, donc du parti de Viktor Orban, qui peut en fait contrôler l'information qui est diffusée à la télévision ou à la radio. Alors cette réforme va immédiatement être vivement contestée par l'Union européenne et Viktor Orban va finir par céder à la pression et retirer du coup les éléments polémiques de cette réforme, donc les 2 points que je viens de vous évoquer en 2011. Bon alors faut savoir que c'est pas parce que Viktor Orban a renoncé à sa voix que la liberté d'expression est pleine aujourd'hui en Hongrie. En effet, aujourd'hui on a quasiment 80% des médias qui appartiennent à des proches du Fidesz, donc le parti de Viktor Orban, ce qui fait que la Hongrie est aujourd'hui, si on regarde le classement de Reporters sans frontières, la 72e en matière de liberté d'expression. Mais je vous le disais, il n'y a pas que la liberté d'expression qui fait beaucoup débat en Hongrie, il y a également l'indépendance de la justice et notamment une loi qui avait été voulue par Viktor Orban en 2011. Alors il y a 2 choses qui vont être vivement contestées dans cette réforme. La première, c'est l'âge de départ à la retraite des juges qui passe obligatoirement de 70 à 62 ans. En fait, l'objectif avec ça pour Orban, c'est de se débarrasser des anciens juges et d'en faire entrer des nouveaux qui seront davantage favorables au régime et à son parti. Et le deuxième point qui a beaucoup fait débat dans cette réforme, c'est la création du Conseil national de la justice, le CNJ, puisqu'en fait, les membres de ce CNJ avaient le pouvoir de nommer les juges. Sauf que parmi les membres du CNJ, il y avait des membres du parti de Viktor Orban et donc ça revenait en fait à politiser la justice pour la plupart des observateurs européens et cette réforme a finalement été annulée par la Cour de justice de l'Union européenne. Il y a également la liberté académique qui a fait l'objet de nombreuses controverses au sujet de la Hongrie. En fait, le 4 avril 2017, il y a une loi qui est votée par le Parlement hongrois et qui veut en fait supprimer les licences d'exploitation pour les établissements d'origine étrangère en Hongrie. Et en fait, d'après les opposants à Orban, l'objectif avec cette réforme, c'est d'interdire l'université d'Europe centrale, qui est financée notamment par le milliardaire hongrois-américain George Soros, qui est l'un des plus grands opposants à Viktor Orban. Enfin, plus récemment, le dernier sujet qui a beaucoup fait débat vis-à-vis de l'état de droit en Hongrie concerne les atteintes aux droits LGBT. En gros, en 2020, le gouvernement d'Orban a adopté une série de lois
qui ont été très critiquées pour leur impact sur la communauté LGBT. Et alors du coup, pour rentrer dans le détail, ces lois en fait elles interdisaient la promotion de l'homosexualité et de la transidentité auprès des mineurs, ce qui a été critiqué par ses opposants comme une forme de censure et de discrimination vis-à-vis de la communauté LGBT. Et autre loi qui a beaucoup fait débat à ce moment-là, c'est celle définissant le mariage, puisque celui-ci était simplement défini comme l'union entre une femme et un homme, excluant du coup le mariage pour tous, ce qui n'a pas du tout plu évidemment à la communauté LGBT. Et du coup, suite à ces réformes, le 15 juillet 2021, la Commission européenne a décidé de lancer une procédure d'infraction contre la Hongrie au motif que celle-ci ne respecterait pas les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Bon là du coup, je viens de vous montrer toutes les accusations dont fait l'objet la Hongrie. Mais concrètement, c'est quoi la défense de Viktor Orban? Quels sont en fait ses arguments pour justement justifier ces lois et les décisions qu'il a prises ces dernières années? Alors déjà, s'agissant des lois LGBT dont on vient de parler, pour Viktor Orban, en fait, il s'agirait simplement de protéger ce qu'il appelle les valeurs familiales traditionnelles. Ils estiment en fait que les initiatives pro-LGBT pourraient impacter négativement les jeunes et avoir un impact sur le plan moral et psychologique. Alors concernant les autres mesures, aux yeux d'Orban, elles respectent l'état de droit, puisqu'il estime qu'il a le droit de faire parler la souveraineté nationale. Autrement dit, il a le droit de servir les intérêts nationaux de son peuple avant ceux de l'Union européenne. Viktor Orban estime que toutes les mesures qu'il avait prises étaient nécessaires pour la stabilité et la sécurité du pays. Et si on prend par exemple la réforme de la justice, il estime en fait qu'elle aurait permis de moderniser la justice et de garantir une gouvernance plus efficace. Un autre argument qui est avancé par les partisans d'Orban, mais également par Orban lui-même, c'est qu'il s'agirait essentiellement de divergences politiques. Pour lui, l'Union européenne sort de son cadre lorsqu'elle impose des choix politiques à ses États membres. Alors si la politique européenne vous intéresse, allez voir notre portrait d'Erdogan qui a été réalisé juste avant sa réélection dimanche dernier. On vous met le lien juste au-dessus. Et d'ailleurs, dites-nous aussi dans les commentaires si un portrait de Viktor Orban vous intéresserait. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de partager la vidéo, de vous abonner. Bon, je sais ça fait beaucoup. Et on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo.